Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Le harcèlement scolaire est caractérisé par des actes répétés de violence physique, de violence verbale ou de violence psychologique. Ces actes sont commis par un ou plusieurs individus sur une personne cible qui n'a pas les ressources personnelles pour se défendre. Cela engendre une vulnérabilité et ou un isolement de la personne victime. En France, chaque année, plus de 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement scolaire à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement. À 180 degrés, Chagrin Scolaire est un regroupement de conférenciers, de formateurs, d'auteurs et de psychopraticiens. Ces professionnels viennent en aide aux jeunes de 12 à 25 ans ayant vécu du harcèlement scolaire. Ils leur permettent de continuer à avancer en traitant et en résolvant leurs souffrances. Ces professionnels font partie des centres de consultation de à 180 degrés Chagrin Scolaire. Leurs thérapies sont inspirées par la prestigieuse école Palo Alto. Cela leur permet d'appliquer des techniques et des méthodes particulières afin de pouvoir apaiser toutes sortes de souffrances liées au harcèlement scolaire grâce à une thérapie brève et stratégique. Pour en savoir plus, nous accueillons Olane Forest, psychopraticienne, formatrice, superviseuse pour à 180 degrés Chagrin Scolaire. Bonjour Olande. Bonjour, merci pour cette très belle introduction. En quoi votre méthode est-elle particulièrement efficace pour aider les jeunes victimes de harcèlement scolaire ? En fait, elle est efficace parce que nous, déjà à la base, à l'inverse de ce que font en général les adultes et ce qui est demandé par les institutions, c'est que nous travaillons avec la personne qui souffre le plus, qui a le plus intérêt à ce que ça change pour lui. Donc, effectivement, nous, la personne qui souffre du harcèlement, pour nous, c'est bien évidemment l'enfant qui est harcelé. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on l'accompagne à apprendre à se défendre tout seul. Alors évidemment pas tout seul puisqu'on l'accompagne, puisqu'on lui apprend. On préfère qu'il apprenne à se défendre seul plutôt que de demander aux autres de faire à sa place. Pourquoi on préfère ça ? C'est que malheureusement, même si je dis pas que certaines autres méthodes ne fonctionnent pas, certaines fois elles fonctionnent, même plutôt très bien, c'est pas le souci. Mais ce qui se passe, c'est que si la même situation recommence, si l'enfant se fait à nouveau harceler, le problème, c'est qu'il n'aura fait aucun apprentissage et que, en fait, ils finissent par croire que le problème, c'est lui. Alors que c'est une problématique d'interaction, de posture de l'enfant qui est en souffrance. Et c'est ça qu'on change. En fait, ce que nous constatons, c'est que dans nos centres, quand on apprend un enfant à résister, à ne plus se laisser faire, vraiment à développer des compétences relationnelles, notamment à développer des résistances comportementales vis-à-vis de son agresseur. On trouve ça 1000 fois plus efficace que de demander aux autres de faire à leur place. Parce que nous, on pense que la confiance en soi, elle s'acquiert en tombant et en se relevant, en faisant soi-même et pas en attendant que les autres fassent à leur place. Nous, ce qu'on a constaté, et puis ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on travaille sur cette thématique, la toute-puissance que ressent le harceleur lorsqu'il harcèle, le seul moyen de la faire arrêter, c'est lorsqu'elle est enrayée par leur père, leur père, pas le papa, mais leur père PAIRS. Et c'est pas la sanction qui fonctionne malheureusement, c'est pas l'intervention des adultes. Parce que nous, et ça toutes les études sont d'accord là-dessus, la sanction ne fonctionne pas. Ça apprend simplement au harceleur à ne plus se faire attraper, à le faire de façon beaucoup plus discrète, plus sournoise. Et nous, ce qu'on voit dans nos cabinets, c'est que certaines fois même, le harceleur, quand il s'est fait sanctionner, il délègue à d'autres, à sa bande pour faire à sa place. Et donc, il est extrêmement important de ne pas oublier que le carburant du harceleur, c'est la souffrance de l'enfant qu'il harcèle. En effet, s'il voit que l'enfant harcelé ne sait pas réagir, alors s'il voit que la souffrance que ça procure continuellement à l'enfant, c'est précisément ça qui lui montre qu'il est puissant et que ça fonctionne. Et donc nous apprenons aux enfants harcelés la première étape, et c'est la plus difficile, moi je trouve, de faire semblant que ça nous fait rire, de faire semblant que ce que dit le harceleur au harcelé, que ça l'amuse. C'est en fait faire preuve d'autodérision. Parce que déjà, lorsque le harcelé fait ça, le harceleur n'a plus de carburant, vous voyez. Et en même temps, c'est hyper difficile parce que il faut montrer qu'on est capable de rire de ce qu'il nous dit. Et il faut beaucoup de courage parce que dans certaines situations, et je pense que vous le savez, les adolescents, il y a certaines insultes qui sont hyper violentes. Donc ça, c'est la première étape.
Et puis ensuite, nous leur apprenons aussi d'une certaine manière à ridiculiser la posture du harceleur. On n'attaque jamais la personne dans son intégrité, hein. On n'attaque pas le harceleur lui-même, mais pas sa personne, mais sa posture. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait un peu tomber de son piédestal et on crée un inconfort pour le harceleur. Là, justement, où il n'a que du plaisir. On trouve que en faisant comme ça, c'est ce qui redonne vraiment confiance dans les capacités à l'enfant qui était harcelé. C'est ce qui lui redonne le pouvoir, hein. Donc c'est pour ça que nous, on travaille toujours avec cette méthode-là. Quels sont les acteurs principaux de la thérapie brève et stratégique des centres de consultation à 180 degrés chagrin scolaire ? Comme vous l'avez dit en début, nous avons des centres un peu partout en France, dans différentes villes de France. Nous sommes tous des thérapeutes, des psychopraticiens indépendants. Par exemple, à Mâcon, nous sommes 6. À Lyon, ils sont 4. On est tous indépendants, mais par contre, on travaille tous sur le même modèle, le modèle de la thérapie brève et stratégique de Palo Alto, et vraiment avec aucun autre modèle. Et les seules personnes que nous avons supplémentaires, c'est nos 2 assistantes qui sont sur notre centre de Mâcon, Aline et Céline, sans qui nous ne serions vraiment rien, puisque c'est elles qui gèrent nos plannings, c'est elles qui gèrent tous nos déplacements, c'est elles qui sont en première ligne lorsque les patients prennent rendez-vous par téléphone. Et d'une certaine manière, déjà au téléphone, elles font un pré-travail d'accompagnement avec les patients qui sont en souffrance. Et c'est déjà hyper aidant. Donc nous, on est vraiment tous des indépendants. Et on a cette chance d'avoir 2 personnes incroyables au niveau administratif, mais pas que, parce que au niveau relationnel, elles apportent énormément aussi, hein. Donc, mais sinon, on est vraiment que des thérapeutes indépendants, nous, hein. On n'a personne d'autre qui travaille, on est tous sur ce modèle-là. Chaque personne et chaque cas de harcèlement est différent. Comment arrivez-vous à vous adapter à chaque patient, chaque jeune en souffrance ? À chaque fois, nous, c'est un recommencement quand on reçoit un enfant, un adolescent qui vient nous voir dans nos centres. Lorsque nous les accompagnons, on essaye vraiment de se mettre à côté de lui. Et à travers l'entretien thérapeutique, notre job, c'est d'essayer de comprendre très exactement ce qu'il vit dans ces situations de harcèlement, un peu comme si on était une caméra sur son épaule. Et ça, on leur explique et on s'en excuse auprès d'eux. Mais pour pouvoir les aider, on a besoin de comprendre très précisément ce qui se passe, comme si on était là, dans ces moments-là, avec eux. Et donc, on leur demande où ça se passe, à quel moment ça se passe, qui est présent, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il répond et comment la situation prend fin. Il faut vraiment qu'on arrive à s'immerger avec eux dans ces situations. Ou alors, si on n'a pas suffisamment d'éléments en première séance, on leur demande d'être un peu nos détectives privés pour pouvoir nous apporter ces éléments, pour pouvoir ensuite les aider. Parce que tant qu'on n'a pas ces éléments extrêmement précis de ce qui se passe pour eux au quotidien, on ne peut rien faire. Une fois qu'on a ces éléments, c'est ce qui va nous permettre en fait de trouver la meilleure stratégie pour pouvoir l'aider. Si je voulais faire une comparaison qui est un peu, c'est pas très fin, mais bon, on fait que de la haute couture. Chaque modèle est unique, chaque situation est unique. On ne fait pas de copier-coller pour les problématiques de harcèlement. Les élèves que vous accompagnez et que vous recevez en consultation au quotidien sont-ils plus nombreux à l'école, au collège, au lycée ou en université ? Quand j'ai commencé à pratiquer il y a à peu près une dizaine d'années, on recevait pratiquement que des collégiens. Mais maintenant, même s'il y a toujours une très forte proportion de collégiens, on a quand même beaucoup d'élèves où le harcèlement commence dès la primaire. Mais malheureusement aussi, maintenant, ça s'est étendu. Et ça s'est vraiment distendu puisqu'on a aussi des lycéens qui viennent nous voir malheureusement. Et on a aussi des étudiants post-bac. Et puis, depuis quelques temps, moi j'ai aussi des petits bouts de chou qui sont en grande section de maternelle. Le harcèlement commence dès la maternelle maintenant. Donc oui, on a plutôt tendance à avoir un phénomène d'étalement du harcèlement. Avant, c'était vraiment concentré et là, on voit que ça s'étale. À votre avis, pourquoi le phénomène du harcèlement scolaire ne cesse de prendre de l'ampleur et de grandir au fil des mois et des années ? Je ne sais pas s'il augmente réellement. La seule certitude, c'est qu'il ne baisse pas. Tous les chiffres le démontrent. Il ne baisse pas du tout, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place depuis, je dirais presque des dizaines d'années. Le chiffre ne baisse pas. Au mieux, il est en stagnation, mais effectivement, il a presque tendance à augmenter. Alors, je pense que le harcèlement, on en parle beaucoup plus qu'avant. Et puis, il y a aussi quelque chose qui génère ça, c'est que on est une génération où les parents sont extrêmement inquiets aussi pour leurs enfants. Il faut savoir que une des plus grandes craintes des enfants lorsqu'ils passent du CM2 à la 6e, c'est la peur de se faire harceler. Et en fait, ça génère des situations, des comportements où cette peur de se faire harceler génère des postures d'enfants
qui se recroquevillent en se disant que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver et de fait, c'est ce qui donne en fait le terreau au harceleur pour pouvoir y aller. Et puis quelque part, harceler, c'est quelque chose qui rend fort, qui rend populaire. Il y a cette notion de popularité très forte. Moi, je suis une vieille qu'on avait moins à notre époque aussi. Selon vous, serait-il possible d'envisager une scolarité sans harcèlement scolaire à l'avenir ? Moi, je suis comme tout le monde, je rêve de ça. Ce serait merveilleux s'il n'y avait plus de harcèlement. Malheureusement, il faudrait que chaque être humain ne soit que bonté. On le voit, comme je le disais, dans le plan interministériel que le gouvernement vient de mettre en place, là, effectivement, il y a des cours d'empathie, de respect, de tolérance de l'autre. C'est de la prévention, ça, et évidemment, c'est extrêmement intéressant. Et il faut le faire. Le problème, c'est que ces cours d'empathie, ça se faisait déjà depuis très longtemps. Les enseignants le font dès la maternelle et puis en primaire. Ça se fait depuis très longtemps et pour autant, ça ne baisse pas. Parce que malheureusement, on a tendance à oublier que souvent, le harceleur, il est dans une émotion de plaisir liée à la puissance que ça lui confère vis-à-vis des autres. Ça lui donne en quelque sorte une aura particulière parce que ça fait rire les autres, parce qu'il voit bien qu'il a toute l'attention des autres lorsqu'il fait ça. Et donc le problème, c'est que ce plaisir que ça procure, c'est 1000 fois plus fort que être dans la bienveillance, que d'être dans l'empathie à ce moment-là. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que lorsque le harceleur harcèle, lorsqu'un enfant ou un ado harcèle, d'une certaine manière, c'est aussi une façon de ne pas être harcelé soi-même. Donc, ils n'ont évidemment pas du tout envie que ça s'arrête, d'arrêter ça. Et alors, c'est horrible comme constat, et j'espère que je me trompe, mais malheureusement, moi, je pense que pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Si on faisait un parallèle avec la société, c'est un peu le reflet de notre société parce que un certain nombre d'êtres humains cherchent la puissance par la force, par l'humiliation. Malheureusement, on le voit au quotidien tous les jours, moi j'ai l'impression. Moi aussi, je rêve d'un monde où il n'y ait que des êtres humains gentils, où on n'aurait pas besoin de nous, le chagrin scolaire, d'exister. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas et j'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens, malheureusement. En novembre 2023, le gouvernement français et l'éducation nationale ont mis en place, dans le cadre du programme phare, des auto-évaluations individuelles afin de mieux dépister les situations de harcèlement scolaire au sein des écoles, collèges et lycées. Qu'en pensez-vous ? Le problème, c'est que moi je pense que lorsque les ados complètent ces questionnaires, ils sont pas totalement sincères, notamment chez les collégiens. Parce que très souvent, en plus de souffrir du harcèlement, les enfants, les ados, lorsqu'ils se font harceler, il faut comprendre qu'ils ont très souvent un sentiment de honte. On le voit, c'est depuis une dizaine d'années, l'insulte qui revient systématiquement, qui est le plus souvent utilisée au collège, c'est victime. Arrête de faire ta victime, arrête de te victimiser. Et donc, le fait de se victimiser, c'est une raison supplémentaire de se faire harceler. Et vous voyez bien que là, les collégiens, ils ont trop peur que le voisin d'à côté lise le questionnaire, qu'il jette un œil et que ça sache qu'il écrive qu'il est harcelé et donc évidemment qu'ils ne l'écrivent pas. Et nous, quand on les reçoit dans nos centres, dans nos cabinets, quand on leur pose cette question, est-ce qu'ils répondent au questionnaire, ils disent qu'ils écrivent qu'ils ne sont pas harcelés. Alors que on sait que 68% des collégiens pensent que les adultes ne savent pas résoudre les solutions de harcèlement. Et donc c'est bien pour cette raison qu'ils ne voient pas l'intérêt de l'écrire. C'est trop risqué pour eux. Nous savons que beaucoup trop de jeunes souffrent au quotidien de harcèlement scolaire. Mais ces personnes ont souvent beaucoup de mal à parler de ce qu'elles vivent parce qu'elles ont peur de subir des représailles venant de leur harceleur-harceleuse. Quels conseils pouvez-vous leur donner afin de les aider à sortir du silence et de leur souffrance ? Effectivement, comme vous le disiez très justement, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur que l'adulte intervienne et que ça empire la situation parce que eux, ils connaissent les codes mafieux de l'école, du collège notamment. Et c'est pour ça qu'ils refusent très souvent d'en parler à un adulte. Évidemment que l'adulte, il essaye, lorsqu'il apprend ce qui se passe, et c'est bien logique, il essaye d'intervenir, d'aider avec beaucoup de bienveillance, et c'est logique de le faire, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que souvent les ados préfèrent se taire, alors que, et je suis d'accord, c'est quelque chose d'insupportable de se dire qu'un enfant se fait harceler et qu'il ne peut partager ça avec personne. Parce que malheureusement, quand ils se sentent totalement seuls, en se disant je peux pas en parler à un adulte parce que ça va être un carnage, ça va être encore pire, j'ai personne à qui en parler et malheureusement, certaines fois, ça arrive à des situations dramatiques. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir dire à un enfant, lorsqu'on est un adulte référent, lorsqu'on est un parent, il peut nous parler quoi qu'il se passe pour lui. On lui promettra, s'il nous raconte qu'il se fait harceler, on ne fera strictement rien avec quoi il ne serait pas d'accord.
Alors ça peut être pour un parent, ça peut être pour un référent. Et ça, c'est hyper important qu'un enfant, un ado, sache qu'il n'est pas tout seul. Ne serait-ce déjà que pour en parler. Et après, effectivement, voir comment on peut l'aider. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour aider une victime de harcèlement scolaire ? Comme je vous le disais, si vous repérez un enfant qui est en souffrance, peut-être déjà, ce serait d'aller le voir et d'essayer de voir s'il a besoin de parler, s'il a besoin de se confier. Et comme je vous le disais juste avant, en lui disant que vous ne répéterez pas aux adultes s'il souhaite que les adultes ne soient pas au courant pour l'instant. Pour qu'au moins il puisse en parler à quelqu'un, qu'il puisse ne plus être tout seul avec ce problème. Et ensuite voir avec lui qu'est-ce qu'il voudrait que vous fassiez pour lui. Et peut-être qu'il vous dira rien, mais au moins il aura pu en parler. Avez-vous toujours travaillé au sein de A180° Chagrin Scolaire ? Sinon, comment avez-vous choisi d'y travailler ? Alors non, moi j'ai pas toujours travaillé à Chagrin Scolaire puisque je suis une vieille personne et donc moi j'ai travaillé un peu plus de 25 ans dans une association en tant que cadre où j'accompagnais des propriétaires pour rénover leur logement qui était dans un très mauvais état pour qu'ils puissent habiter dans des logements plutôt plus décents, plus conformes. Et puis, la vie faisant, j'ai fait un burn-out comme beaucoup de personnes et j'ai décidé de changer de métier. J'ai été en arrêt assez longtemps et comme j'étais en souffrance, je me suis retournée vers le centre Chagrin Scolaire à 180° pour me faire aider par rapport à cette souffrance liée au travail. Et j'ai fait donc une thérapie avec eux et ce qui m'a permis de tester le modèle, évidemment, en direct sur moi. Et j'ai été tellement convaincue que comme en plus je connaissais Emmanuel Piquet, mais j'ai commencé à lire des livres sur la thérapie brève, sur le modèle de Palo Alto. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me former et ensuite de pouvoir trouver un métier où j'accompagnais à nouveau des personnes avec d'autres thématiques que le logement, mais pouvoir toujours accompagner des personnes qui sont en souffrance. Nous remercions notre invité Olympe Forest à 180° Chagrin Scolaire d'avoir répondu à nos questions. Si nos auditeurs auditrices souhaitent en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur chagrin-scolaire.fr. Merci beaucoup. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.